Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, bienvenue à tous au point de presse du gouvernement et merci pour la fidélité renouvelée. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour partager avec vous des informations gouvernementales, aujourd'hui consacrées à l'actualité culturelle. Dans un peu plus d'une semaine, la ville de Sia va abriter la 17e édition de la Semaine nationale de la culture, placée sous le thème « Promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable ». Pour en parler, nous recevons le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Baba Ama. Avec lui, il sera également question de la valorisation des musées et des sites touristiques au Burkina Faso. Après le ministre Baba Ama, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, se tiendra à votre disposition pour les questions d'actualité nationale et internationale. Cela dit, je laisse la parole au ministre de la Culture et du Tourisme, M. Baba Ama. La Semaine nationale de la culture, c'est pour bientôt, du 22 au 29 mars prochain, à Bobo-Dioulasso. Le thème vient d'être rappelé, c'est promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable. Ce sont environ 2000 artistes qui vont venir, dont 1400 qui vont faire la compétition. C'est pour vous dire que la différence, les 600 autres vont animer dans les plateaux off et dans des exhibitions qui ne seront pas donc de la compétition. Cette grande manifestation est placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso et sous le parrainage de Monsieur Kadri Désiré Ouedraogo, le président donc de la commission de la CEDEAO. Son Excellence nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter, mais nous savons que derrière lui, derrière son image, il y a l'espace CEDEAO qu'il dirige actuellement. Et nous savons également qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un programme qui concerne le volet culturel. Vous le savez très bien, parce que l'intégration ne va pas être qu'économique, elle ne va pas qu'être politique. Nous pensons même, nous, au niveau de la culture, que l'intégration, elle est d'abord culturelle. Voilà. Si on a une intégration culturelle, le tout va ensemble. Dans tous les cas, on sait que sur le plan culturel, vous regardez toutes les manifestations qui sont organisées dans notre pays. Vous prenez le FESPACO, ça ne concerne pas que le Burkina Faso. Toute l'Afrique est là. Si vous prenez le CIAO, toute l'Afrique est là. Si la SNC, c'est pareil. C'est vrai que c'est national, mais de temps en temps, nous avons quand même une ouverture parce que nous avons besoin que nos troupes aillent jouer dans d'autres capitales de l'espace. L'économie de la culture, c'est un peu ça. Le cinéma, c'est la même chose. Un film produit au Burkina Faso, bon, on peut peut-être le rentabiliser ici, mais au bout de combien d'années? Mais par contre, si on peut profiter de cet espace communautaire, économique qui est à notre disposition, c'est vraiment au bénéfice du secteur de la culture. Donc, nous espérons en tout cas, et nous savons d'ailleurs que la CEDEAO va profiter de l'occasion pour obtenir un stand où ils vont un peu dire à tout le public qui sera présent qu'est-ce que la CEDEAO fait dans le domaine de la culture, quelles sont les opportunités pour nos artistes, pour nos créateurs dans cet espace commun. Alors, pour le programme lui-même, il va s'articuler sur les 5 grandes disciplines du Grand Prix national, le GPNAL, à savoir donc les arts de la scène, la littérature, les sports traditionnels. Une des innovations, c'est que l'ouverture et la clôture vont se dérouler au stade Sangoulé-Lamizana. Et que cette année, nous souhaitons créer une sorte de marché des arts, c'est-à-dire permettre aux troupes et aux promoteurs qui le souhaitent de rencontrer ce que nous appelons les tourneurs, ceux qui peuvent discuter avec ces troupes et pourquoi pas leur permettre de faire des tournées tant à l'intérieur que dans la sous-région et voir pourquoi pas les placer donc au niveau de certains festivals et manifestations d'envergure au niveau donc européen. Le budget, c'est 550 millions de francs CFA. Voilà. C'est 450 millions de francs CFA sur le budget de l'État. La différence, les 100 millions, vont être recherchés auprès des partenariats qui ont été noués déjà avec la Direction générale de la Semaine nationale de la culture. Donc, il y a du sponsoring, il y a des mécènes. Pour cela, d'ailleurs, nous avons le 22 février dernier
organiser une cérémonie de collecte de fonds pour permettre une participation citoyenne au financement de la Semaine nationale de la culture. Je crois que c'est un nouveau départ et nous souhaitons que ce type d'action puisse se pérenniser et toucher d'autres secteurs donc, de la culture dans notre pays. Les dates ne sont jamais retenues au hasard. On tient toujours compte des congés de deuxième trimestre. Bon, à une certaine époque, on appelait ça les congés de Pâques. Bon, maintenant, ce n'est plus congés de Pâques, mais c'est les congés de fin de deuxième trimestre. Voilà, pour rester laïque. Ça nous permettait de résoudre deux problèmes. Le premier, c'est les sites d'hébergement. S'ils sont en congé, la tenue de la manifestation ne dérange pas les scolaires. Maintenant, par rapport à l'implication, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'espace jeune, qui est régulièrement organisé en collaboration avec l'UNICEF. Et puis, vous avez aussi le volet littérature qui implique beaucoup les jeunes. Parce que la littérature, la plupart des livres sont inscrits dans les ordres d'enseignement. Et de ce point de vue, les conférences publiques qui sont données, soit par les auteurs, soit par des conférenciers, intéressent le monde scolaire. Et je sais que même une association telle que Sagesse, qui est impliquée dans l'organisation de cette édition, a déjà fait un travail auprès des enseignants pour faire en sorte que les élèves puissent effectivement prendre part donc aux différentes manifestations. Alors, vous savez également qu'il y a des plages et des facilités qui sont offertes aux jeunes pour venir voir le spectacle, que ce soit au Théâtre de l'Amitié ou cette fois-ci, il y en aura également à la Maison de la Culture. Parce que cette jeunesse-là, c'est la relève. C'est elle qu'il faut, j'allais dire, sensibiliser sur la nécessité donc de préserver nos us et coutumes, sur la nécessité donc de préserver notre culture. Donc, il y a effectivement, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, donc les congés nous permettent de libérer les salles et en même temps de mieux impliquer les scolaires et même les universitaires dans l'organisation de la manifestation, j'allais dire la participation à la manifestation. La sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de notre pays incombe donc à l'État. C'est la raison pour laquelle, depuis 1962, il a été institué un musée national qui a fonctionné comme direction jusqu'en 2005, où nous avons pu lui trouver un statut d'établissement public à caractère culturel, scientifique et technique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 20 000 objets qui ont été collectés. Il y a un effort financier qui est fait par l'État, à savoir une dotation de 75 millions de francs CFA par an pour la collecte des objets. Vous savez également que l'État a fait un effort important en matière de création d'infrastructures, parce que vous voyez bien le musée qui est situé à côté de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Ce sont des investissements qui nous permettent d'avoir à la fois des réserves, un bâtiment administratif. Nous avons terminé la première phase. La seconde phase, ça va être donc la construction des halls d'exposition pour permettre une plus grande participation donc, du public. Alors ça, c'est le musée national. Mais à côté du musée national, il y a ce que nous avons appelé les musées communaux. Vous en connaissez à Bobo-Dioulasso, vous en connaissez à Gawa, vous en connaissez également à Kaya. C'est dire que ce sont les communes, les collectivités qui gèrent ces musées et l'État, à leur demande, met à leur disposition du personnel qualifié pour permettre donc la gestion de ces musées. Et vous avez constaté qu'il y a environ 2 semaines, nous avons signé un accord dans le cadre du transfert des compétences, aussi le transfert des ressources vers ces musées. Pour les musées, ça sera quelque chose de l'ordre de 9 millions de francs CFA, en tout cas au titre de 2014, pour leur permettre en tout cas de faire face aux besoins de fonctionnement. Alors, à côté des musées communaux, il y a des musées privés. Alors, vous connaissez l'un des plus célèbres, c'est celui de Manéga. Vous avez le musée du Warba du côté de Zorgo, vous avez le musée de l'eau, vous avez le musée des savoirs locaux, vous avez aussi certains projets communautaires tels que celui de Bazoulé. Donc en gros, vous avez un musée national, vous avez 8 musées communaux, vous avez 8 musées privés et il y a 8 projets de musées en gestation. Au niveau des privés, c'est la même chose. L'État leur apporte un accompagnement technique. Je veux dire aussi que l'ouverture de ces musées est régie parce que nous avons des textes qui portent création, fonctionnement des différents musées. Et s'il y a une collectivité ou il y a un privé qui voudrait donc ouvrir un musée, il est obligé de se conformer à ces textes-là parce qu'il y a des normes
hein, il y a des conditions standards au niveau donc professionnel pour donc ouvrir le musée. Donc on a quand même un regard sur le fonctionnement de ces musées-là. Et nous encourageons en tout cas les collectivités à le faire parce que la conservation de notre mémoire n'incombe pas qu'à l'État, ça incombe à toute la collectivité, voire aux individus. Ce que nous souhaitons, c'est que même au niveau de la presse, que vous puissiez nous aider dans le cadre de la promotion de ces musées. Parce qu'aujourd'hui, les musées, les gens... Enfin, ça ne rentre pas un peu dans nos habitudes. Hein. On a l'impression que c'est là où des objets, j'allais dire, qui ne sont plus usuels sont entreposés, alors qu'en réalité, les musées peuvent être dynamiques. Il ne s'agit pas simplement de faire des expositions. On peut également avoir des activités qui entourent cela, telles que les contes, les soirées de contes. On peut faire du théâtre. On peut également créer des exhibitions telles que les danses traditionnelles. Si vous voulez savoir ce que c'est que le wire, qu'est-ce que le warba, qu'est-ce que le tarkai, ben ouais, c'est des danses traditionnelles, c'est du patrimoine immatériel, mais qui peut être au niveau du musée. De la même manière, il y a les mets locaux qui peuvent également être exposés au niveau des musées. Donc nous voulons que vraiment le musée soit véritablement un lieu convivial, où les gens peuvent aller non seulement pour se récréer, parce qu'ailleurs, c'est quand même des éléments qui sont très importants dans l'offre touristique, mais également se ressourcer et donc apprendre. Dans notre pays, nous avons environ 400 sites touristiques, des sites à la fois naturels ou historiques, ou les deux à la fois. Hein, parce que les sites ont chacun donc une valeur. Alors, la valorisation des sites touristiques fait partie des préoccupations du gouvernement et donc des missions qui sont assignées au ministère en charge de la culture et du tourisme. Il s'agit pour nous avant tout de valoriser ces sites-là, de les valoriser. Et pour cette raison, nous avons un certain nombre de programmes. Par exemple, la réhabilitation. Ça, c'est un programme qui va coûter à peu près 1,6 milliard. Il s'agit par exemple des sites qui se trouvent à Oursi, à Gorom, à Pobé-Mengao, à Karfigela. Hein, vous savez, il y a un certain nombre de sites quand même qui sont très célèbres que vous connaissez par cœur. Il s'agira de les revaloriser et l'État a consenti en tout cas 1,6 milliard pour nous permettre donc de les valoriser et en même temps valoriser certains réceptifs. Parce qu'il y a le site lui-même, il y a les réceptifs. Les réceptifs, c'est voilà, des réceptifs d'accueil, etc., etc. Alors, nous avons aussi des programmes d'attractivité. C'est par exemple l'amélioration de l'attractivité touristique de l'Europénie. C'est un programme qui coûte 1,4 milliard de francs CFA. À l'intérieur, nous avons la construction déjà. Nous avons presque achevé. Hein. Je crois que si vous allez actuellement à l'Europénie, vous saurez qu'on a déjà fini le bâtiment administratif. Nous avons fini la salle dans laquelle les éminents chercheurs pourraient venir se réunir, etc. Et la deuxième phase, ça va être des sites d'hébergement pour les visiteurs qui vont venir. Et donc, c'est cet ensemble-là qui va coûter 3,4 milliard de francs CFA. Nous avons un programme aussi de valorisation de l'attractivité touristique dans la région de l'Ouest. Ça va faire à peu près 4,5 milliards de francs CFA. Nous avons déjà eu l'accompagnement de l'Organisation mondiale du tourisme qui nous a déjà élaboré les termes de référence, ce qui nous permettra tout de suite de lancer donc l'étude. Il s'agit d'imaginer l'aménagement spatial de l'ouest de notre pays, parce qu'en fait, il faut que dès à présent, on ait des schémas d'aménagement pour que au niveau de ces régions, on puisse savoir là, on peut construire des hôtels, là, on peut faire un centre, j'allais dire, pour des activités ludiques, là, ça peut être un centre commercial. C'est pour que les gens ne viennent pas investir un peu au hasard et que tout soit harmonieux, tout soit cohérent. Nous avons un programme d'attractivité aussi de la région du centre. En fait, il s'agit de créer un réseau qui pourrait nous amener de Ziga. De Ziga, on irait au parc animalier. Du parc animalier, on irait jusqu'à Manega. Vous voyez, donc ça nous fait un circuit. Il s'agira non seulement
d'aider ces structures, parce qu'au niveau de Ziga, notre ambition, c'est vrai, il y a l'eau, c'est vrai, puisque c'est ça l'opération première, mais à côté de Ziga, on peut avoir des parcs d'attractions. Au milieu de cette nappe-là, il y a une sorte d'île. Cette île-là peut être véritablement aménagée pour permettre à des gens qui veulent passer le week-end de prendre des bateaux mouches ou alors des pédalos pour y aller. Bon, voilà, donc ça fait quand même quelque chose d'attractif. Donc on valorise le barrage de Ziga. Et Ziga, vous avez un lien avec Lango. Après Lango, vous avez le parc animalier de Zignaré. Après le parc animalier de Zignaré, vous pouvez aller également à Maniga. Donc ça fait un circuit qui est très important. Donc valoriser ces sites, mais également mettre en place aussi des signalétiques. Parce que c'est très important que quand vous quittez Ouagadougou, vous puissiez déjà avoir une idée de là où vous voyez. Bon, pour être un peu concret, vous savez bien que les panneaux de l'ONTB, ce sont les panneaux jaunes, le fond jaune avec des écritures noires qui vous disent que bon, vous êtes à... c'est pas moi, à 350 km d'Oursi. Voilà. Donc cette signalétique est importante et nous sommes en train de veiller à cela. Alors nous avons aussi en chantier la réhabilitation de la digue de la mare au crocodile sacré de Sabou, parce que ceux qui ont été là-bas ont vu qu'après chaque hivernage, cette digue est en train de se désagréger. Et le risque qu'il y a, c'est quoi? C'est que s'il y a une crue, vous savez bien que les crocodiles suivent l'eau. Donc, c'est possible que ces crocodiles puissent aller. Et là, le gouvernement débloque une somme de près de, disons, 434 millions pour nous permettre de réhabiliter cela. Nous allons le faire en collaboration, bien sûr, avec le ministère en charge de l'eau, puisqu'il s'agit d'une digue. Donc, le financement est déjà acquis. J'allais dire depuis l'année dernière, les études ont été faites et nous allons pouvoir donc réaliser cela le plus tôt possible. En fait, nous ne les valorisons pas pour les valoriser. Vous savez qu'autour d'un site, on développe une économie locale. Parce que quand vous allez en matière de tourisme sur un site, il va falloir vous héberger. Donc nous sommes en train de faire la promotion de l'hôtellerie. Si vous allez dans un hôtel, forcément, il faut vous restaurer. Donc, il y a la restauration et vous voyez que ces deux branches créent également de l'emploi. De la même manière, lorsque vous avez un restaurant, même les ingrédients, ça veut dire que les légumes et autres, ça, vous allez encourager les gens qui font la maraîchiculture dans les environs. Donc, ça crée en quelque sorte une économie locale et donc c'est pour ça que nous insistons et c'est la raison pour laquelle également que la SCAD a retenu le tourisme et la culture comme des piliers du développement, c'est-à-dire des secteurs pourvoyeurs d'emplois ou bien même créateurs d'emplois. Et par ricochet, créateurs de revenus et qui permettent donc de participer utilement au produit intérieur brut donc, de notre pays. Bon, je sais que cette année, le musée national avait vocation d'atteindre les 50 000 visiteurs. Et je crois qu'il n'était pas très loin parce que la dernière visite que l'ambassadeur du musée national a eu à effectuer dans cet établissement a permis de savoir que l'action de promotion qui a été entreprise nous avait permis déjà de dépasser la barre des 25 000. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème réel auquel on est en train de s'attaquer au niveau de la culture et du tourisme, c'est la question des statistiques, c'est la question des données. C'est pour ça que au niveau du volet tourisme, nous sommes en train de travailler en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme pour la mise en place de ce qu'on appelle un compte satellite. Un compte satellite, c'est pour véritablement épulcher, collecter, épulcher, analyser les données statistiques pour permettre véritablement de donner en tout cas des chiffres probants à ce qui concerne donc l'évolution du secteur. Avant que le compte satellite ne se mette en place, nous avons revu l'organigramme du département pour créer une direction qui s'appelle l'Observatoire du tourisme, en abrégé OBSTOUR. Sa vocation justement, c'est en attendant la mise en place du compte satellite, de véritablement travailler ces statistiques-là. Lorsqu'en 2009, nous avons lancé une étude sur l'impact socio-économique de la culture, on a été confronté à ces chiffres. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre que la culture est budgétivore, que la culture ne contribue pas au développement de ce pays, mais c'est parce que tout simplement, les données ne sont pas bien gérées pour véritablement faire sortir l'impact. Je vous donne juste un chiffre, c'est un peu plus de 160 000 personnes qui vivent d'activités liées à la culture. Vous voyez bien, la fonction publique, elle a combien de personnes? Vous voyez que ça dépasse même la fonction publique en termes d'emploi. Ce sont plus de 160 000 personnes qui sont dans le secteur de la culture. Nous contribuons à 2,02% au produit intérieur brut. Les objets d'art qui sont exportés, c'est 13 milliards en 2011.
Bon, c'est vrai que là, la balance penche beaucoup plus vers les importations qui font pratiquement 143 milliards. Mais la vocation pour nous, c'est d'exporter plus qu'on importe. Donc ça veut dire aussi que ça demande un engagement citoyen pour faire en sorte que vous puissiez valoriser la culture et les arts, notamment les arts plastiques burkinabés, que vous puissiez avoir de plus en plus du bronze dans vos salons, que vous ayez le réflexe d'un tableau ou d'un batik burkinabé lorsqu'il s'agit donc de décorer votre intérieur privé ou même au niveau du public, que l'on puisse effectivement, les bâtiments publics, les bâtiments, j'allais dire, qui relèvent des collectivités, puissent avoir une couleur locale. De ce point de vue, d'ailleurs, je vous dirais que lors de l'adoption de cette étude de l'impact économique, Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit le gouvernement pour que désormais, les bâtiments administratifs qui seront construits, que l'on puisse dégager une ligne budgétaire pour permettre donc la décoration, j'allais dire, à la couleur burkinabé de ces établissements-là. Donc c'est déjà une voie qui est ouverte vers la consommation des produits culturels burkinabés, et c'est sûr et certain que ce sera donc au bonheur des artistes plasticiens, parce que ça va, tous les meubles, hein, jusqu'au décor, je dirais même jusqu'au rideau, tout cela peut être acquis sur la base du savoir-faire donc local de nos artistes. Il y a des comptabilités annuelles, on essaie de voir, bon, à Manega, il y a eu combien de personnes. Bon, on le fait sur une base purement empirique, hein, c'est sur le nombre de tickets vendus. Mais si vous prenez le cas, par exemple, du musée à ciel ouvert de Lango, les tickets font une petite différence quand même entre les nationaux et ceux qui, voilà, les non-nationaux, en tentant par moment de voir de quelle nationalité ces personnes-là sont. Bon, ça faisait un tout petit peu jaser certains parce qu'ils se demandaient pourquoi on va jusque... Mais c'est pour les besoins des statistiques. C'est pour savoir si Lango est beaucoup plus fréquenté par des Burkinabés et si au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a besoin de savoir aussi quels sont ceux qui viennent le plus dans notre pays. C'est ce que nous faisons aussi au niveau des hôtels. Et c'est pour cela que je profite de l'occasion pour lancer un appel. Lorsque les hôteliers vous demandent de remplir la fiche de police, en fait, elle n'est pas que fiche de police. Elle sert aussi de statistique au service en charge du tourisme. Comme ça nous permet de savoir par an il y a combien de nuitées, quel est le chiffre d'affaires, quelle est l'origine, c'est-à-dire en termes, par exemple, de fréquentation de notre pays, même dans l'Afrique de l'Ouest, quels sont ceux qui viennent le plus fréquemment chez nous. Donc, c'est des données statistiques qui sont importantes. Et cela, ça demande aussi que les uns et les autres, quand même, puissent voilà, jouer le jeu. Bon, donc, il y a quand même un besoin d'une meilleure organisation de la collecte et du traitement des statistiques, que ce soit dans le domaine de la culture ou dans le domaine donc, du tourisme. Le dernier CITO avait ce thème-là, comment utiliser les TIC pour promouvoir le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Même si vous avez un hôtel, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de la pancarte classique que vous aviez à l'arrivée à l'aéroport pour mettre le nom de votre hôtel pour attirer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est à partir dès l'instant où la personne décide de venir au Burkina Faso, elle va sur le net pour voir quels sont les hôtels qui existent, quels sont les conforts qui sont proposés, et fait son choix même avant de prendre son avion. Donc c'est pour dire que effectivement ces TIC-là sont véritablement importants, et pour les hôteliers, pour les restaurateurs, et naturellement pour les sites. Bon, pour les sites, nous avons d'abord l'ONTB, l'Office national du tourisme burkinabé, qui gère la partie communication et qui aujourd'hui est en train de s'atteler à avoir un site viable, qui va non seulement promouvoir ses propres activités, mais également sera une sorte de relais à tout promoteur privé dans le domaine du tourisme qui peut justement venir faire passer ces informations au niveau de leur site. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez une auberge quelque part chez vous et que vous n'avez pas les moyens d'avoir un webmaster ou alors, etc., ben, l'ONTB peut justement vous héberger, c'est-à-dire voilà, permettre quand même une meilleure promotion de votre activité. Donc voilà les actions qui sont en train d'être mises en place. Il n'y a pas que l'extérieur. Même vous, à partir de Ouagadougou, vous aimeriez bien savoir si, voilà, à Banfora, dans quel hôtel vous allez aller et à quel tarif. C'est vraiment un intérêt vital, c'est une nécessité quasiment stratégique pour l'État burkinabé. Et il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que la culture qui est concernée, c'est tout le monde.
le recrutement des fonctionnaires au niveau de la fonction publique contribue un tant soit peu à offrir des emplois à des jeunes burkinabés, mais n'est pas la solution envisagée exclusivement pour la lutte contre le chômage. En un mot, ce n'est pas par le recrutement des fonctionnaires qu'on va régler fondamentalement la question globale du chômage. La question du chômage se règle par le dynamisme de notre économie à créer des entreprises, ces entreprises elles-mêmes à créer des emplois pour que les Burkinabés puissent avoir des emplois. Comment on crée des emplois dans la fonction publique? Ce n'est pas le ministère de la fonction publique. Ce n'est pas un département ministériel qui décide. C'est le processus budgétaire. Le département ministériel exprime des besoins. Nous exprimons des besoins. Ces besoins font l'objet de discussions dans le cadre des discussions budgétaires. Nous avons ce qu'on appelle CDMT, cadre de dépenses à moyen terme. En fonction des finances publiques de l'État, il est alloué des budgets de recrutement. Un département comme le département de la communication peut vouloir recruter 50 personnes, mais au niveau du budget national, on va lui accorder 3 ou 4 personnes en fonction du budget qu'on peut mettre à sa disposition. Donc tout est une question d'équilibre budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 9000 et quelques personnes envisagées pour être recrutées, ce nombre a fait l'objet de tout ce processus pour en être là. C'est pour vous dire que ce n'est pas au pif. On dit, cette année, on va recruter tel nombre de personnes. Sinon, on va recruter quoi? Allez, 300 000, ça va régler la question du chômage au Burkina, non? Ce n'est pas comme ça. C'est une responsabilité qui prend un ensemble d'indicateurs. Et ce n'est pas un membre du gouvernement, ce n'est pas un ministre, c'est tout un processus. Et c'est la loi des finances qui, in fine, valide justement le budget qui permet de recruter. Et je pense que ça correspond beaucoup plus à cela. S'il y a un domaine qui échappe fondamentalement à la logique globale budgétaire, c'est le domaine politique stricto sensu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de la Culture, s'il n'a pas budgétisé sa SNC, il n'aura pas d'argent pour exécuter sa SNC. S'il a budgétisé 50 millions ou 100 millions et qu'in fine, il aura besoin de 200 millions, il n'aura pas les 100 millions en plus parce qu'on a budgétisé. Mais pour les questions de souveraineté, dont les questions politiques, je vous prends un exemple. L'enrôlement biométrique n'a jamais été budgétisé. Ça nous a coûté 46 milliards à trouver tout de suite sur les questions de l'État, de sa souveraineté, de la République, de son fonctionnement. Au plan politique, l'État fait toujours des efforts pour trouver les solutions. C'est pour vous dire que si le référendum est une obligation politique, l'État va trouver les financements. C'est pourquoi, concernant le financement pour le programme de la CENI, je n'ai aucune inquiétude. Parce que ce sont des questions prioritaires, ce sont des questions de souveraineté et on va trouver les moyens pour pouvoir le faire. Nous saluons, comme disent les gens, chapeau bas à ces personnalités pour lesquelles le peuple burkinabé doit avoir beaucoup de respect. Vous voyez? Et je l'ai dit ici, ça correspond tantôt à nos traditions en Afrique. Le voisin va toujours rentrer pour dire « j'entends du bruit, j'espère que ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire ?» C'est tout. C'est chez nous, c'est comme ça, c'est culturel.
ils ont voulu bien faire, apaiser les cœurs. S'ils n'ont pas pu aboutir à un accord, qu'à cela ne tienne, vous savez que la vie même est une quête permanente. Et comme on dit, 100 fois le même métier, remettez ça à demain. Tant qu'on vit, on rencontre des problèmes. Tant qu'on rencontre des problèmes, on cherche des solutions. Donc le problème n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est de ne pas trouver des solutions. Alors nous sommes dans une quête permanente et continue et nous saluons ceux qui ont porté cette médiation. Nous saluons toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent au quotidien à apaiser les Burkinabés pour que notre pays puisse continuer à avancer dans la paix et la quiétude. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin du point de presse du gouvernement de ce jour. Nous remercions nos invités pour la disponibilité et pour la qualité des informations apportées. Merci également aux confrères pour votre accompagnement. À tous ceux qui nous ont suivis, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.